Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau des Culturales pour cette dernière journée. Nous allons parler d'une agriculture en mode bas carbone. Le sujet est ambitieux et devrait mobiliser tous les facteurs. Le sujet est aussi complexe, on va essayer de faire le point et de faire un peu de pédagogie. L'idée générale, si je puis dire, pourrait être la suivante. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, il faut diminuer la production de gaz à effet de serre et aussi stocker dans les sols le carbone qui est produit, et il semblerait que le monde agricole a vraiment une carte à jouer dans le domaine. Nous allons donc, avec nos invités, faire le point, un peu de pédagogie, avec deux parties. Une première partie qui concerne les enjeux, partie un peu plus théorique, seconde partie beaucoup plus pratique, qui va cette fois-ci s'adresser à celles et ceux qui veulent mettre en pratique justement ce bas carbone avec un objectif économique important, que ce soit aussi une source de revenus. Deux parties à cette émission, deux séries d'invités. Une première partie donc avec tout d'abord Claudine Fouchereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du programme Agriculture et Forêt à l'Institut de l'économie pour le climat. Et je crois que vous avez, on va le détailler, développé le label bas carbone. Vous êtes en train de le développer avec le ministère de l'Agriculture, c'est ça ? Exactement. Oui. Bon, on va voir comment ça avance. Les choses avancent lentement, mais elles avancent. À vos côtés, Baptiste Soanen, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu de la maison, Arvalis, responsable du service agronomie, économie et environnement, co-animateur du comité de rédaction de la méthode bas carbone chez Arvalis. En face de vous, Gilles Dascotten, bonjour. Bonjour. Et vous êtes responsable des nouveaux débouchés de l'AGPM, AGPB. Vous nous rappelez ce que c'est, même si on connaît ? Association Générale des Producteurs de Maïs et Association Générale des Producteurs de Blé. Voilà, et vous êtes engagé à développer un outil pour accéder au marché de la compensation carbone. Et enfin, à vos côtés, Morgane Enaf, bonjour. Bonjour. Et vous êtes manager sur les sujets des solutions bas carbone chez Agro Solutions. Première question, première approche des choses. Là, on va essayer sur ce plateau-là de survoler le sujet, d'éclairer de quoi parle-t-on en fait. Claudine Foucheron, quelle est déjà à la base l'intention générale? On parle de bas carbone, de marché carbone. Bah, allez, on va déjà essayer de faire le point. De quoi parle-t-on? Je ne connais pas le sujet, j'en ai entendu parler. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, et je ferai le tour de table avec chacun d'ailleurs sur ce sujet. On parle d'un outil qui a pour objectif de rémunérer les agriculteurs qui mettent en place des pratiques de réduction des émissions ou de séquestration du carbone. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir quantifier le plus justement possible en fait ces réductions d'émissions, de voir quels sont les modèles qui existent en fait pour quantifier ces réductions d'émissions et derrière vendre en fait les crédits carbone. Un crédit carbone égale une tonne de CO2 équivalent évité à des entreprises, des particuliers, des collectivités qui souhaitent contribuer à l'effort collectif pour l'atteinte de la neutralité carbone, qui souhaitent compenser leurs émissions dans certains cas et qui sont prêts à acheter ces crédits et donc rémunérer les agriculteurs qui s'engagent. D'accord. Baptiste Soanen, d'une manière très, très générale, on l'a vu avec Claudine, allez, l'intention générale, effectivement, c'est que les acteurs, finalement, des économies, des filières, des métiers, fassent tous quelque chose pour, limiter la production de carbone et que, là, en l'occurrence, le monde de l'agriculture devienne un acteur. Pourquoi, finalement, qu'on vienne aux fondamentaux, pourquoi l'agriculture peut y participer? C'est quoi le process? C'est quoi le mécanisme? Via l'activité de photosynthèse, les plantes sont capables de capter le carbone de l'air et sous certaines conditions, ce carbone qui est capté par les cultures peut être stocké dans le sol. Mmh. Je continue avec Gilles Dascotten. Les grandes cultures sont concernées par ce sujet-là et veulent s'engager plus spécifiquement dans cet objectif pour stocker du carbone et en faire un business, ce qu'on verra après. Oui, tout à fait. On a à peu près 10 millions d'hectares de céréales cultivées en France. Et donc, c'est autant de surface, entre guillemets, de panneaux solaires végétaux qui peuvent capter ce CO2 de l'air. On a fait un petit calcul sur le potentiel de captation carbone des grandes cultures, si on y ajoute aussi les oléagineux, protéagineux. On est à 250 millions de tonnes de CO2 captés par an, net, des coûts CO2 de culture. Et donc 250 millions de tonnes de CO2 captées, c'est l'équivalent de la moitié en fait des émissions de la France.
Des grands chiffres comme ça qui sont lancés, c'est impressionnant effectivement. Est-ce qu'on peut les comparer avec d'autres activités? Est-ce que le chiffre en tant que tel, combien vous dites, 250 millions de... Bon, pardonnez-moi, c'est beaucoup, mais ça veut dire quoi finalement? C'est peut-être le premier secteur qui est capable de piéger autant de carbone? Je ne sais pas si quelqu'un ici peut répondre. Avec la forêt, en fait, il n'y a que 2 secteurs qui sont capables... Qu'on comprenne bien un peu les tenants et les aboutissants. Hein. Il n'y a que 2 secteurs en fait, qui sont capables de stocker naturellement du carbone, c'est le secteur agricole et la forêt. D'accord. Donc la nature en tant que telle. La nature, il y a des solutions technologiques qui peuvent nous appuyer, mais qui ne sont pas du tout au point à l'heure actuelle. Et c'est vraiment sur ces 2 secteurs-là qu'on va compter pour compenser les émissions du transport, des bâtiments, des autres secteurs. Ok, l'idée étant de faire rentrer les acteurs du monde agricole pour qu'ils les inciter finalement à... mettre en œuvre des solutions pour piéger du carbone et en contrepartie, on va les rémunérer. Morgane Hénaf, vous êtes manager sur les sujets des solutions bas carbone chez Agro Solutions. Vous travaillez avec Arvalis sur le label bas carbone, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est une sorte de certification? C'est une étiquette? Ça veut dire quoi le label bas carbone? Alors nous, on a travaillé plus particulièrement sur la méthode grande culture du label bas carbone. Parce que du coup, le label bas carbone, c'est un cadre de certification de projet. Et ensuite, le label bas carbone doit référencer, approuver des méthodes sur lesquelles les acteurs vont se baser pour faire leurs calculs de réduction d'émissions et de crédit carbone. Et donc, chaque secteur agricole doit rédiger sa méthode pour qu'ensuite les acteurs opérationnels puissent avoir un petit peu la recette de cuisine sur laquelle se baser pour faire leurs calculs. Et donc on a travaillé avec Arvalis, Terrinovia, l'ITB, l'ARTB sur cette méthode grande culture du label bas carbone pour donner les grandes lignes aux agriculteurs et aux exploitants de grandes cultures sur comment calculer quand ils ont un projet qui va dans le sens du bas carbone, comment calculer leur réduction d'émissions, comment calculer le stockage de carbone dans les sols sur la base de pratiques qu'ils vont mettre en place. Claudine Fouchereau, vous aussi, vous avez travaillé, si je suis d'accord, vous avez développé vous aussi le label bas carbone pour le ministère de l'Agriculture. Qu'on comprenne un peu les tenants et les aboutissants et le process. Hein. On a développé, donc, ce que disait Morgane, le label bas carbone, qui est le cahier des charges chapeau, en fait. Et à ce cahier des charges chapeau viennent se greffer les méthodes sectorielles, dont la méthode grande culture qui vient d'être évoquée et qui doit respecter un certain nombre de critères du cahier des charges. Donc, quels sont les critères à respecter, en fait, pour que les méthodes soient éligibles. Et donc, c'est ça qu'on appelle le label bas carbone. Des méthodes. C'est ça. Le label, c'est le cahier des charges général qui explique et qui encadre le développement des méthodes sectorielles. Baptiste Solenen, vous acquiesciez devant les propos de Claudine. C'est-à-dire, alors, un label des méthodes pour différents types de producteurs. Alors, on descend d'un niveau, on a compris qu'il y avait une intention générale, un label avec des méthodes, c'est-à-dire... C'est-à-dire que sur des exploitations agricoles, il peut y avoir différents ateliers de production. Et donc, il y a des méthodes sur des périmètres bien définis. Donc, nous, on a pris en charge la rédaction d'une méthode sur le périmètre des grandes cultures. Mais il y a d'autres méthodes dans ce même dispositif qui existent sur d'autres périmètres. Donc, par exemple, sur le périmètre de l'élevage, sur les haies, etc., etc. Donc, c'est vraiment... Selon l'activité, il va y avoir des méthodes et des objectifs à atteindre, en fait. C'est ça ? Soyons concrets. On parle de grande culture. Par exemple, ça pourrait être quoi? Donc oui, il y a... La méthode. Donc la méthode, en fait, a référence des leviers, c'est-à-dire des pratiques qui peuvent être mises en œuvre sur l'exploitation. Et elle explicite la façon de comptabiliser les crédits carbone qui, après, pourront être financés. Donc c'est une liste de leviers qui sont utilisables. Et on explique comment est-ce qu'il faut compter soit la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la mise en œuvre de cette pratique, soit l'effet sur le stockage de carbone dans les sols, ou les deux d'ailleurs, ça peut avoir un effet sur les deux. D'accord. Quel type de levier? Soyons concrets pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas qui peut répondre ici. Par exemple, on a un agriculteur qui va intensifier sa pratique de couverture végétale des sols, oui. Ou introduire des légumineuses dans les rotations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La méthode va donner les équations, les modèles à utiliser pour calculer ça, et expliquer aussi aux agriculteurs quelles données on doit suivre sur leur exploitation
pour justement comptabiliser leur réduction d'émissions, le stockage de carbone dans les sols. Alors j'imagine qu'il y a tout un lot comme ça d'hypothèses. Vous évoquiez le couvert végétal, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres actions, d'autres leviers possibles. Si on peut essayer d'énumérer quelques leviers complémentaires en exemple déjà. Donc, il y a les leviers qui consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, Oui. donc principalement. On ne va pas passer au tracteur électrique. Et en agriculture, enfin sur les exploitations de grandes cultures en tout cas, le principal poste d'émission, c'est la fertilisation azotée des cultures. Donc il y a beaucoup de leviers qui vont consister à réduire ou à optimiser la fertilisation azotée des cultures pour qu'elles émettent moins de gaz à effet de serre. Donc ça peut consister à réduire les doses apportées d'engrais minéraux ou introduire des cultures dans les rotations qui vont avoir des besoins en azote moins importants. Donc c'est agir à différents niveaux, chacun dans son activité professionnelle, pour soit diminuer la production de gaz à effet de serre, soit pour améliorer le stockage du carbone, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Il y en a beaucoup comme ça, de cases à cocher? Oui, beaucoup. Enfin, oui, alors il y a beaucoup de possibilités. J'essaye d'être concret pour ceux qui nous écoutent, effectivement, parce que quand on parle de ça, on dit voilà, il y a des choses à faire, on ne sait pas forcément quoi, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact ensuite? Oui, alors il y a beaucoup de possibilités. Il n'y a aucune obligation. On est vraiment sur des démarches volontaires. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Et c'est vrai que l'agriculteur, aujourd'hui, il va choisir parmi une liste de pratiques qu'il peut utiliser seul ou qu'il peut essayer de combiner. Et c'est vrai que l'ensemble des possibilités est presque infini, finalement, de combinaison de tous ces leviers. L'ensemble est infini, c'est-à-dire que pour cocher des cases, et on va essayer d'être concret, Gildas Cotten, l'objectif, c'est de répondre à des critères, de mener des actions pour dire je coche les cases, je respecte le label bas carbone, donc derrière on va me rémunérer pour ça. Je me trompe? Non, c'est bien ça. Une fois qu'on a cette méthode, on a des projets qui peuvent être constitués. Et on verra dans la deuxième partie comment est-ce qu'on met en œuvre, comment est-ce qu'on audite, mener les actions. Ces projets permettent effectivement d'identifier et de mesurer une quantité de crédit qui veut être valorisable et donc vendu auprès d'acheteurs sur un marché qui s'appelle le marché volontaire de la compensation carbone. Alors justement, un peu de pédagogie là aussi. Je suis agriculteur, je mets en œuvre par exemple du couvert végétal tout comme il faut selon le label bas carbone. Au bout du compte, ça va quoi? Ça va me créditer de quelque chose. Pour qui? Vous allez avoir des acheteurs, c'est des entreprises, ou alors effectivement ça peut être aussi des particuliers, des collectivités. Pas forcément du monde agricole là pour le coup. Non, pas forcément. Un producteur pétrolier, un producteur énergétique. Qui vont avoir cette démarche d'acheter des crédits carbone, mais qui ne sont pas tenus de le faire de façon réglementaire, qui veulent le faire pour d'autres raisons, qui peuvent être la communication, une stratégie RSE. Et du coup, qui vont acheter ces crédits carbone et du coup permettre aux agriculteurs d'être rémunérés pour la mise en place de pratiques favorables au stockage de carbone ou à l'évitement des gaz à effet de serre. Dans la mesure où pour l'instant c'est obligatoire pour personne, les agriculteurs sont obligés à rien, les entreprises, vous le disiez, qui sont susceptibles de racheter sont obligées à rien. C'est quoi le cheminement finalement pour essayer de se dire on fait avancer le stockage du carbone, le label bas carbone, si personne n'est obligé à rien? Alors, personne n'est obligé, c'est pas pour autant que personne ne fait rien, enfin que tout le monde ne fait rien, quoi. Ne fera rien, parce que pour l'instant, ça n'existe pas encore. Dans la réalisation aussi. Sur grande culture, non, mais par contre sur élevage, ça existe déjà. D'accord. Et en fait, une des raisons pour lesquelles on avait développé le label bas carbone il y a maintenant, ça a été lancé il y a quelques années, c'était parce que d'un côté, il y avait les acteurs des filières écoles qui mettaient en place des pratiques et qui voulaient crédibiliser leur démarche et inciter économiquement ces changements de pratiques. Et de l'autre côté, parce qu'il y avait des entreprises qui compensaient déjà leurs émissions, qui compensaient à l'international faute de cadre de certification carbone en France, mais qui voulaient en fait pouvoir compenser local, sur leur périmètre d'implantation. Et donc c'est pour ça qu'on a développé le label bas carbone. Donc il y a des entreprises qui compensent de manière volontaire et qui cherchent des projets en France. Et en particulier dans le secteur agricole et forestier d'ailleurs. Au niveau purement réglementaire, après on parlera un petit peu d'argent, au niveau purement réglementaire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
à ce stade? C'est un marché volontaire. Hein. Enfin, d'accord. Donc lève la main demande... ceux qui veulent dire, les agriculteurs qui lèvent la main pour dire « je veux agir ». Dans ce sens-là, c'est la première chose. Il y a deux côtés en fait. C'est volontaire côté agriculteur, donc il n'y a aucune obligation de s'engager dans cette démarche. Et ceux qui le font, il n'y a aucune obligation de mettre en place tous les leviers possibles. En fait, ils mettent ce qu'ils veulent et ils sont crédités de ce que ça a réduit. Et côté financeur, pour l'instant, il n'y a pas non plus d'obligation. Donc les entreprises qui financent le font de manière volontaire. Mais ça, les choses pourront peut-être changer, notamment côté compagnie aérienne prochainement, quoi. Bon, ça, on va être clair, on va commencer par ceux qui, entre guillemets, émettent le plus de gaz à effet de serre. On va leur demander d'agir et de mener des actions en ce sens-là. Et puis, au fur et à mesure, ça descendra par ruissellement, comme on dit. Hein. Voilà. Mais au niveau purement législatif, on en est où aujourd'hui, là, fin juin 2021? Ce label bas carbone, il existe, on a une méthode, le ministère a dit c'est parti, ça y est, où est-ce qu'on en est? Ah oui, l'arrêté il est sorti même il y a 2 ans maintenant. Les premières méthodes, donc côté forêt et élevage, ont été validées il y a plus d'1 an maintenant. Donc, et oui, côté grande culture? Côté grande culture, je laisse là, côté grande culture, oui, ça y est, mais non. Bah, côté grande culture, on a finalisé en fait la rédaction de la méthode en décembre 2020, qu'on a déposé à la DGEC. C'était compliqué à rédiger cette méthode? Bah, c'est pas simple, oui, parce que c'est quand même un gros document, un gros travail, surtout qu'on a eu la volonté en fait de faire un travail très participatif et collaboratif pour avoir une méthode qui fasse le consensus. Qui est-ce qu'on avait autour de la table comme ça pour donner un peu une idée? Bah, autour de la table, en fait, on a structuré plusieurs comités, dont un comité d'experts. On a réuni une 50aine d'experts français qui étaient reconnus dans leur domaine et qui étaient des compétences nécessaires en fait pour la rédaction de la méthode. Et pendant 6 mois, en gros, avec eux, on a eu des débats sur quelle méthode choisir, quelles étaient les méthodes les plus performantes, mais en même temps, il fallait qu'elles soient pragmatiques, etc. Et donc ça, c'était un premier comité avec vraiment des experts, une 50aine d'experts. Avec des professionnels, comme on dit, de la profession, pour le coup, qui aussi levaient la main en disant, bah, attendez, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'il est susceptible de réaliser, de mettre en œuvre. Exactement, ouais. Donc nous on a fait un appel, enfin collectivement il y a eu un appel au peuple, quoi, et tous les experts qui souhaitaient participer se sont manifestés et ont eu l'occasion de donner leur avis, de faire valoir leurs travaux, de faire reconnaître les références qu'ils avaient générées. Donc il y avait beaucoup d'experts, des scientifiques de l'INRA, hein, par exemple, mais aussi des instituts techniques, des laboratoires, des bureaux d'études comme Agrotransfert, etc., etc. Donc il y a quand même une grosse 50aine d'experts qui ont participé à ces choix de méthode. Et après, on avait aussi structuré un comité des usagers. Donc là, c'était très éclectique comme groupe. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de structures dans ce comité. Et donc, c'est en gros les futurs usagers de la méthode. Mais des usagers, ça peut être des futurs porteurs de projets. Donc, des structures qui vont monter des projets collectifs avec des agriculteurs. Mais ça peut aussi être des futurs acheteurs. Des financeurs de crédit carbone, il y avait des futurs développeurs d'outils, il y avait des ONG, des parties prenantes qui voulaient vérifier que ce qui était mis en place c'était bien conforme à l'idée qui s'en faisait, etc., etc. Et donc ce comité, on l'a consulté en amont de la rédaction et des échanges avec les experts pour recueillir leurs attentes. Quelles étaient leurs attentes sur le périmètre des grandes cultures? Après, on a fait nos choix de méthodes avec les experts et ensuite on leur a présenté les choix qu'on a fait et ensuite on s'est lancé dans la rédaction de la méthode après avoir consulté un comité scientifique pour faire valider. C'est une fusée avec pas mal d'étages, hein, dites donc. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça que je dirais pas que c'était simple. Mais alors aujourd'hui, notamment pour les grandes cultures, on a une méthode, donc on a des points qui sont validés par le ministère, c'est ça, c'est ce qu'il fallait? La méthode, on l'a déposée du coup début décembre et on a eu un retour de la DGEC il y a 10 jours maintenant qui considère le fond technique de la méthode validé. Et donc on est maintenant vraiment plus que dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire que l'approbation de la méthode est en cours de rédaction, donc ça n'a pas encore été officiellement diffusé, mais en tout cas le fond technique de la méthode est validé, et donc on a commencé à diffuser la méthode dans un cercle restreint au moins des développeurs d'outils, parce que ça sera la prochaine étape, d'instrumenter la méthode avec des outils.
Donc le fond technique étant maintenant validé, fixé, les arbitrages ont été faits, on peut se permettre d'enclencher la deuxième et donc de partager cette méthode avec les futurs développeurs, enfin avec les développeurs des futurs outils. Gildas Cotten, je rappelle, vous êtes responsable des nouveaux débouchés de AGPM, AGPB. Nouveaux débouchés, nouveau aussi business. L'objectif, c'est d'avoir une contrepartie pour ceux qui vont mener ces actions, ces bonnes actions. Oui, exactement. Enfin, c'est l'objectif recherché. Et du coup, vous avez participé à la réflexion aussi, à être un peu le porte-parole. Alors voilà, on a impulsé l'initiative fin 2019 avec nos partenaires de grande culture, donc la GPM, la GPB, mais aussi la FOP et la CGB. On a donc demandé à nos instituts respectifs, instituts techniques, de travailler et de mettre en œuvre cet objectif. D'ailleurs, on les remercie pour le travail qui a été fait, c'était complexe. Et c'était la première brique, c'est vraiment la brique de base pour pouvoir monter des projets. Mais évidemment, l'objectif derrière, c'est d'avoir une rémunération. C'est ce que les agriculteurs attendent. On sait que l'agriculture, Baptiste l'a dit, elle est émettrice, elle est aussi victime du réchauffement climatique, mais elle est aussi une partie de la solution. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à crédibiliser. Et c'était tout l'enjeu, en fait, d'avoir construit et demandé d'avoir une gouvernance de la construction de la méthode qui soit, on va dire, inclusive, qui aussi large que possible, qui rassemble toutes les compétences. Et parce que pour les céréaliers, pour les grandes cultures, ce qui importe, c'est que les crédits carbone qui soient générés soient solides, crédibles, vérifiables. Justement, si on parle un peu d'argent, ça veut dire quoi pour ceux qui nous écoutent, ce marché carbone, le prix effectivement, les tarifs. Alors, est-ce qu'on peut donner des ordres de grandeur? Est-ce que ça va être un moyen de gagner de l'argent en contrepartie d'actions, de bonnes actions, de leviers mis en œuvre? Alors, je pense que d'autres pourront répondre, mais si je commence, aujourd'hui, on sait qu'il y a c'est un marché volontaire, donc de gré à gré, et donc chaque acheteur définit contractuellement un prix, et ce prix varie potentiellement entre 20 € la tonne de CO2 jusqu'à 80 ou 100. Donc, on parlait d'une compagnie aérienne, on parlait d'une entreprise qui fabrique de l'énergie, donc c'est elle qui va définir un prix d'achat de la tonne de carbone, c'est ça, si on est concret? Il y a aussi un intérêt, en fait, c'est vraiment une négociation de gré à gré entre l'acheteur des crédits carbone, l'entreprise, oui, et le porteur de projet agricole, par exemple. Un intermédiaire, en l'occurrence. Oui, alors souvent, ça va être effectivement des porteurs de projets collectifs qui vont regrouper un certain nombre d'agriculteurs. Et le porteur de projet, il va avoir un petit peu la responsabilité de définir justement quel est le prix du carbone. Quoi, c'est l'agent de change, c'est l'intermédiaire, c'est le... Oui, c'est lui qui coordonne le projet finalement. Et lui va avoir un petit peu la responsabilité de dire bah, finalement les agriculteurs, pour qu'ils mettent en place ce changement de pratique, oui, quel est le prix minimum dont ils ont besoin pour être rémunérés, qu'on compense leurs surcoûts et que ça soit incitatif. Et de l'autre côté, on parle de surcoût hein, quand même. Hein. Oui, parce qu'il y a certaines pratiques agricoles pour réduire les émissions, stocker du carbone, qui vont générer des surcoûts pour l'agriculteur. Et l'objectif du label bas carbone, c'est justement que ça vienne compenser ces surcoûts et aussi être incitatif pour accompagner le développement de pratiques. Et donc, il y a vraiment un intérêt à faire coller en fait le besoin et la demande. Et le financeur va indiquer, voilà, lui à quel prix il est prêt à acheter ses crédits carbone. De l'autre côté, le porteur de projet va dire, bah moi, mes agriculteurs ont besoin, par exemple, de minimum 45 € la tonne de CO2. Et de l'autre côté, le financeur va dire, bah très bien, mais moi, j'ai aussi besoin d'un projet qui apporte d'éco-bénéfices, par exemple, sur l'enjeu eau, biodiversité. Donc, je peux mettre ce prix-là à condition, par exemple, qu'il y ait derrière un projet qui apporte aussi un panel d'éco-bénéfices. Et voilà, c'est vraiment la discussion qui doit se faire à chaque fois entre des financeurs, des porteurs de projets pour trouver le juste prix qui convienne à tous, quoi. Oui, c'est assez complexe quand même au niveau de la mise en œuvre de la tarification en fonction des leviers activés, des méthodes mises en œuvre, de ce qu'elles peuvent coûter et de ce qu'elles peuvent rapporter. Il y a des ordres de grandeur quand même qu'on peut donner. Alors en préparant cette émission, je ne vais pas mentir, on parlait de le prix alors entre 25 et 80 € la tonne de crédit carbone. Bon, déjà 25-80, c'est pas la même chose.
C'est à peu près ça. Enfin, la fourchette de prix et ce qui est quand même beaucoup quand on compare au projet, parce que les cadres de certification carbone existent à l'international, et on est plutôt la moyenne à l'international, c'est des projets à 3 € la tonne. Donc mais à 3 € la tonne, on gagne rien, puisqu'on a des contraintes, on est d'accord, non? Enfin, c'est pas le même type de projet, c'est pas les mêmes systèmes agricoles. Il y a derrière. Dans d'autres pays, c'est ça que vous voulez dire? Oui, là je parle des pays en développement même, en particulier. Donc c'est pas les mêmes coûts et visiblement ça passe à 3 € la tonne. Je sais pas si c'est très rémunérateur. Mais est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, ce label bas carbone, donc les actions que je vais mettre en œuvre, ça va être pour moi un pilier de plus à mon économie, à mon entreprise agricole? Ouais. C'est le premier sujet, on est d'accord, non? Ce que disait Morgane, c'est vraiment aux porteurs de projet en fait de définir le prix à partir duquel c'est incitatif, quoi. Et c'est une responsabilité des porteurs de projet de définir le juste prix, comme ça a été dit. On a quand même du recul sur les coûts en fait des différentes pratiques. Mais l'idée c'est de les évaluer de la meilleure façon possible. Alors c'est aux porteurs de projet, donc on reporte la responsabilité sur un tiers. Moi, encore une fois, je fais du maïs, je fais du céréal. Sur quoi la promesse aujourd'hui peut m'amener à me dire j'ai envie d'aller vers ça? On ne garantit pas finalement que ce sera économiquement viable et intéressant, ou on peut le dire aujourd'hui? Oui, je pense qu'on peut le dire. Pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles un producteur va être intéressé pour rentrer dans ce cadre et de monter un projet. La première, déjà, c'est de faire reconnaître ces pratiques vertueuses. Et c'est quand même une première pour les agriculteurs de pouvoir faire reconnaître par la société que par ces pratiques, l'agriculteur a un effet vertueux. On est dans la changement communication, on est dans le RSE, je fais bien. Exactement, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est économique, bien sûr. Donc, voilà, et elle est peut-être tout aussi importante, voire même fondamentale, dans une entreprise économique. Bien sûr. Et je pense qu'il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, effectivement, le prix du carbone, il peut être assez variable, mais que les agriculteurs qui investissent aussi pour changer, mettre en place des pratiques vertueuses d'un point de vue climatique, c'est aussi un engagement à long terme. Et l'idée, c'est aussi de se dire que le prix du carbone, il va plutôt avoir tendance à monter que à baisser. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est plutôt entre 20 et 80 € la tonne. C'est un pari sur l'avenir, quelque part, c'est ça ce que ces acteurs-là vont entamer aujourd'hui. Ouais, tout à fait, ouais. Aura une vraie pertinence économique et à puis, moyen et court terme. Potentiellement, la politique agricole commune qui va arriver va aussi être un petit peu plus exigeante sur les actions d'un point de vue climatique, stockage de carbone. Donc accompagner des agriculteurs pour faire bien maintenant avec la rémunération du label bas carbone, c'est aussi les amener vers ce que va demander la PAC sûrement dans quelques années. C'est aussi peut-être les amener à être en conformité avec ce que vont demander aussi les filières. Il y a pas mal de filières qui commencent à réfléchir à des primes pour justement pouvoir acheter de l'orge bas carbone, pouvoir acheter du blé bas carbone. Voilà, il y a tout un écosystème qui pousse les agriculteurs quand même à aller vers des pratiques moins impactantes, qui stockent du carbone. Donc le label bas carbone, c'est un outil de plus pour les accompagner dans cette direction, quoi. Et aussi, je pense que c'est important, il faut dire que le carbone dans le sol, il joue un rôle central. Enfin, les agriculteurs parlent de matière organique, mais la matière organique, c'est du carbone et de l'azote, finalement. Et cette matière organique, elle joue un rôle central dans la fertilité des sols. De la fertilité chimique, de la fertilité physique, de la fertilité biologique. Et donc, mettre en place des pratiques pour aller stocker du carbone, ça a aussi plein de co-bénéfices intéressants pour l'agriculteur, au-delà de l'enjeu purement finance carbone, d'un point de vue du fonctionnement de son sol et de l'optimisation de son système de culture. Gilles Dascotten, les producteurs de blé de maïs qui sont derrière vous, que vous représentez un peu, comment est-ce qu'ils se positionnent aujourd'hui par rapport à ce label bas carbone et aux enjeux qu'il y a autour de ça? Nous, on s'est engagé, nous, en fait, dans la voie du label bas carbone parce que c'était
finalement peut-être la voie la plus simple pour accéder à un marché et créer en fait la possibilité de valoriser cette pompe à carbone des céréales. Puisque en fait avant le label, on n'avait pas vraiment de moyens, de canal en fait pour accéder au marché. Donc c'était vraiment un parti pris finalement que de vous dire il faut y aller, on y va. Oui, parce que on est attendu aujourd'hui sur le carbone, avec la neutralité carbone à 2050. L'agriculture, c'est bien beau de dire les solutions, mais encore faut-il que, un, elle le démontre, et deux, elle puisse effectivement la valoriser. Or, il n'y avait ni l'un ni l'autre, et le label apporte cette première étape, en fait, de dire comment on mesure, et on le fait de manière scientifique. Et la deuxième étape, c'est effectivement de pouvoir la valoriser au mieux. Et là, il y aura peut-être d'autres options. On va bientôt passer à la deuxième partie de l'émission. Une chose importante, il faut faire de la pédagogie pour arriver à déjà passer le message, passer l'information sur qu'est-ce que c'est que le label, quels sont les leviers activés, quels sont les enjeux et pourquoi il faut y aller, on est d'accord, hein. Quelqu'un veut dire un petit mot là-dessus ? Oui, bien sûr, on est d'accord. Aujourd'hui, on voit que, en gros, le cadre se met en place progressivement. Alors, ça a commencé bien avant sur la forêt, sur l'élevage. Là, ça se met en place sur les grandes cultures. Et maintenant, il va falloir déployer tout ça. Le cadre va être au point, au moins sur les grandes cultures. Et maintenant, oui, il va falloir faire de la pédagogie, il va falloir accompagner. Il y a tout un écosystème qui va devoir se mettre en place pour déployer tout ça. Il y a déjà pas mal, les acteurs agricoles commencent un petit peu à s'emparer du sujet. Il y a notamment l'appel d'offres, l'ADEME a lancé un appel d'offres pour financer des bons diagnostics carbone, donc des bilans carbone d'exploitation, qui sont un peu la première étape pour se lancer dans le label bas carbone, notamment pour les exploitations de grandes cultures. Et c'est vrai que voilà, ça met un peu le pied à l'étrier à un certain nombre d'acteurs qui du coup commencent à réfléchir de façon beaucoup plus active et opérationnelle à la question. Merci à vous d'avoir déjà participé à cette première séquence. Je vais garder avec moi Baptiste Soenen. Alors je vais quand même présenter les invités qui ont eu la gentillesse de me rejoindre. Justine Lamère, bonjour. Bonjour. Vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, référente ABC Terre, chargée de projet bilan gaz à effet de serre et référent ABC Terre Agrotransfert, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, les titres sont parfois un peu longs, donc je préfère corriger avec vous. Nous avons à ma droite Thibaut Constant, bonjour. Bonjour. Agriculteur, président du GI2E des Sablons. Tout à fait. C'est ça, parfait. Dans l'Oise. On va voir un exemple concret de démarche qui est déjà initiée, donc on va passer un petit peu à la pratique. Et puis, à votre gauche, Mathias Sex, bonjour. Bonjour. Et vous êtes directeur agronomie et développement chez MC2. Justine Lamère, donc Agrotransfert, vous êtes chargée de projet bilan carbone. Vous souhaitez apporter une méthode qui va permettre aux acteurs de se mobiliser autour de la démarche bas carbone, c'est ça? Une méthode? Oui, la méthode ABC Terre. C'est-à-dire? Alors, la méthode ABC Terre va permettre de travailler sur le stockage de carbone et les bilans gaz à effet de serre, mais à l'échelle d'un territoire. Donc, la méthode label bas carbone se concentre sur l'exploitation. Là, on a une entrée territoire. Donc, c'est une méthode qui est née en 2013. Donc, on faisait déjà du bas carbone avant le label bas carbone. L'idée, c'est vraiment de pouvoir quantifier le stockage de carbone et les émissions de gaz à effet de serre à cette échelle-là, de chiffrer ces émissions et le stockage de carbone, et surtout de les cartographier, de les représenter sous forme de cartes pour pouvoir les présenter aux acteurs et les faire réfléchir à partir de ces résultats aux leviers qu'ils pourraient mettre en place et pour que le plan d'action qui en ressort soit vraiment adapté aux spécificités du territoire et en cohérence avec les enjeux des agriculteurs. C'est valable sur tout le territoire, ça, justement, cette méthode-là? Quand on parle de méthode, très clairement, c'est et dans la première partie de l'émission, on identifie des leviers, on fait un bilan et on va dire voilà la méthode qu'il faut mettre en œuvre si on est très concret, très pragmatique. C'est celle-là? Ce n'est pas exactement la méthode label bas carbone grande culture. On souhaite faire évoluer ABC Terre pour prendre en compte les spécificités de cette méthode-là, pour pouvoir permettre justement aux agriculteurs qui s'engagent ensuite dans ABC Terre de pouvoir aller après vers un projet label bas carbone. Mais donc du coup, quand je parle de méthode d'ABC Terre... La méthode concerne qui et s'applique à qui?
la méthode mobilise un certain nombre de bases de données et une chaîne de calcul automatisée pour réussir à quantifier ces indicateurs, parce qu'il y a besoin de beaucoup de données. Soyons concrets, donnez-moi des exemples. Alors on va mobiliser les données du registre parcellaire graphique, notamment dans l'outil RPG Explorer qui est développé par AgroParisTech. On va mobiliser les données sol du référentiel régional pédologique, des données de teneur en carbone d'une base de données nationale qui est portée par l'unité infosol de l'INRA. L'idée, c'est de pouvoir s'affranchir d'une collecte des données auprès de tous les agriculteurs d'un territoire. Donc territoire, c'est au sens communauté de communes, par exemple. Donc c'est vraiment une méthode qui est adressée aux collectivités. D'accord, pour les collectivités qui ensuite vont auprès des agriculteurs proposer de mettre en œuvre la méthode, c'est ça? C'est ça, voilà. Soyons schématiques. C'est les collectivités qui souhaitent travailler avec le monde agricole sur ces sujets-là, qui vont être à l'origine d'une demande de mettre en œuvre ABCTR, mais c'est pas elles directement qui vont la mettre en œuvre. C'est un utilisateur qui sera formé. Donc nous, on porte l'outil, mais on va les former des utilisateurs ABCTR. Ça va être notamment des conseillers de chambres d'agriculture et qui vont du coup mettre en œuvre tous les calculs, réaliser les ateliers de concertation avec les agriculteurs. Et donc il y aura un certain nombre d'agriculteurs du territoire mobilisés dans le cadre d'une démarche ABCTR. D'accord. Si on descend d'un niveau en dessous, les collectivités, les agriculteurs, ils sont où ensuite? Ils vont consulter, qui peut répondre à ça pour la mise en œuvre? Que je comprenne bien le cheminement. Donc les ateliers vont mobiliser les agriculteurs qui vont et les acteurs des collectivités, donc qui vont pouvoir travailler ensemble autour des résultats d'ABCTR. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur le territoire? On voit qu'on a différents types de sols, différents types de production. On voit maintenant bien l'impact sur chaque zone du territoire. Donc, pour donner là, on a un spectre un petit peu large. On est au niveau du territoire, on définit des zones et ensuite on descend d'un niveau, c'est ça? C'est au choix, ça va vraiment dépendre des spécificités, de la façon dont on veut travailler. Mais en effet, l'échelle territoire est indissociable de l'échelle exploitation et l'agriculteur, pour se projeter, il a besoin aussi d'avoir des résultats à son échelle. Thibaut Constant, j'ai envie de vous passer la parole. Vous êtes agriculteur, président du GIE2E des Sablons. Je crois que vous avez, en parlant pour préparer cette émission, vous avez déjà initié une démarche avec un groupe d'agriculteurs pour intégrer la méthode bas carbone. Tout à fait. Donc nous, on a pris. C'est le niveau le plus bas peut-être qui soit voilà, de la table ronde que l'on évoque. Et donc on a pris le sujet un peu dans l'autre sens. Parce qu'habituellement, ce qu'on va voir dans les projets qui vont sortir sont les porteurs de projets qui vont aller négocier du stockage de carbone avec les entreprises qui vont les acheter. Et après, qui vont redescendre à l'échelle d'agriculteurs pour trouver ces agriculteurs qui vont mettre en œuvre les projets. Donc nous, on est parti il y a 1 an. Autour d'une association qui regroupe 25 agriculteurs sur 5000 hectares dans l'Oise, avec une démarche qui était à la base plus large. On s'est dit, les agriculteurs, ils permettent de produire la fonction nourricière, mais ils fournissent un certain nombre de services environnementaux. Donc on est parti sur un concept plus général de paiement pour services environnementaux, pas que l'atténuation au changement climatique. On travaille aussi le volet qualité de l'eau et le volet biodiversité. Mais si on fait un focus sur la partie carbone, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait mettre en place une démarche et après aller chercher de la rémunération? Donc on est parti du bas, et on est parti de la structuration du groupe d'agriculteurs. Ça n'a pas été très compliqué à trouver donc 24 agriculteurs et à les convaincre, pour plusieurs raisons, parce que actuellement, ça fait quand même 2 ans qu'on est dans un contexte d'agribashing. Baptiste l'a rappelé tout à l'heure. Le stockage de carbone, comme l'agriculteur producteur d'eau potable, comme l'agriculteur fournisseur de pollen et de nectar pour les abeilles, c'est une communication positive. Donc, saisissant la chance, pour une fois qu'on a une chance, de montrer que l'agriculture... C'est une opportunité, quoi, finalement. C'est une opportunité, et ça, en termes de communication, l'agriculture a quand même beaucoup de mal à communiquer. C'est vraiment une occasion rêvée. Donc, première chose. La deuxième chose, on sait très bien que depuis plusieurs années, les céréaliers, peu importe le mode d'exploitation en termes d'exploitation céréalière, ont quand même des problèmes de rentabilité. Alors ça ne sera peut-être pas le cas cette année, parce qu'a priori, sauf gros événements climatiques, on s'attend à une bonne récolte et à des prix élevés. Mais il ne faut pas oublier que ça fait 5 ans que les trésoreries sont basses et qu'on est dans un contexte économique qui est assez difficile. Donc de pouvoir expliquer à un agriculteur qu'il aura un relais de rémunération qui sera autre chose que sa vente de céréales,
c'est quand même assez intéressant pour lui. Par contre, il faut quand même lui prouver qu'il va gagner de l'argent au final. Donc, c'est pas simple. Donc, on a structuré du bas pour arriver en haut. Donc, il nous fallait un bureau d'études qui nous calcule le stockage de carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on en a un local qui est Périgé. Il nous fallait des prestataires de méthode qui font les calculateurs. Donc là, on s'appuie par exemple sur AgroTransfert, AgroSolutions et Arvalis. Donc on a plusieurs prestataires techniques. Il nous fallait un juriste qui sera capable de décrire le contrat, parce que c'est un contrat privé-privé entre le groupe d'agriculteurs et l'entreprise qui va acheter ces tonnes de carbone. Et au final, il faut les vendre. Donc nous, on a décidé de les vendre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne passera pas par un intermédiaire de commercialisation. C'est vraiment l'association des 25 agriculteurs qui va aller faire la démarche marketing et commerciale. Finalement, pour bien maîtriser toute la chaîne, vous êtes plongé dedans pour dire, voilà, on va tout comprendre, on désosse tout et on y va. Mais c'est peut-être la meilleure solution pour comprendre tous les tenants et les aboutissants, ce que vous avez mis en œuvre. Alors, c'est pas la plus simple pour un agriculteur. C'est pas la plus simple, mais la plus complète pour comprendre tous les maillons de la chaîne. Hein. C'est peut-être la plus rentable. Parce que nous, on est parti sur un concept de circuit court du carbone. On pense que aller vendre des tonnes de carbone à une entreprise locale, donc locale, c'est dans un périmètre de 100 km, on va dire, ça aura plus de valeur pour l'entreprise qui va acheter que d'aller acheter des tonnes de carbone dans le sud de la France quand on est dans le nord. Donc on pense, peut-être tort, mais on pense qu'il y aura une surprime à la partie locale. Et là, en l'occurrence, ceux qui peuvent acheter ces tonnes de carbone, ce serait qui comme type d'entreprise, sans forcément les citer Effectivement, on parlait tout à l'heure du secteur de l'aviation. Donc ça, celui-là, il est évident. Encore qu'en période post-Covid, je ne sais pas s'il y a encore de l'argent dans ces compagnies aériennes. Donc nous, on est à côté, entre l'aéroport de Beauvais et Charles de Gaulle. Donc c'était évident. La conjoncture fait que ça ne sera peut-être pas les meilleurs clients. Bon, il y a encore des avions qui volent. Hein. Je ne pense pas que les avions disparaissent tout à fait demain matin, mais on verra. On pense plutôt au secteur de la logistique. La logistique se développe beaucoup, c'est beaucoup développé avec le Covid. Et je pense que c'est vraiment là qu'on peut aller chercher des tonnes de carbone. Et donc, le fait que ça soit vraiment les agriculteurs qui vont commercialiser, on va court-circuiter un métier qui va se créer, c'est celui d'intermédiaire de revendre des tonnes de carbone. On rappelle effectivement à ceux qui nous écoutent, il y aura donc un intermédiaire a priori, une sorte de bourse d'achat, de vente entre les stockeurs de carbone et puis ceux qui vont acheter ces bons carbone. Vous dites, on va faire ça. Voilà, parce que le modèle économique, on ne parle pas du modèle économique pour l'agriculteur, mais il n'est pas évident. Dans notre projet, on calcule aussi à la parcelle les marges nettes, pour bien vérifier que tout ce qui sera mis en place ne se fera pas au détriment d'une baisse de marge nette pour l'agriculteur. Et quand vous mettez, on parle de 20 à 80 euros la tonne, rendu entreprise qui achète. Quand vous mettez le coût du diagnostic, le coût pour payer le juriste pour faire le contrat juridique, le coût d'intermédiation, au final, combien reste? Quelle est la valeur qui reste à l'agriculteur? Net dans la poche de l'exploitant. Pour l'instant, c'est compliqué à répondre. On voit qu'il y a énormément de startups qui poussent comme des champignons pour faire l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. On voit qu'il y a énormément de bureaux d'études et de startups qui poussent aussi des champignons pour construire des calculateurs. Et on voit que les bureaux d'études ont bien compris que ça va être une façon c'est une source de business. Par contre, pour l'instant, personne n'a vraiment dit, pour un agriculteur, ça lui rapporte combien, ça lui coûte combien, et surtout, est-ce que les pratiques qu'il a mis en œuvre n'ont pas un coût supérieur au tonnage de carbone pour lequel il a été rémunéré. Donc le projet, c'est vraiment de tout décortiquer, de comprendre et d'aller chercher le maximum de valeur en court-circuitant un certain nombre d'intermédiaires. Avant de passer la parole à votre voisin qui n'a pas encore parlé, donc vous avez très bien décrypté votre engagement, la méthode, le parti pris qui est d'essayer de tout maîtriser pour tout comprendre, pour voir si au bout du compte ça va rapporter un peu d'argent, c'est quand même l'objectif aussi. Ça commence, ça va démarrer chez vous, pour vos 25 agriculteurs?
Oui, en fait, on est rentré dans une démarche nationale qui est la démarche des groupements d'intérêt économique et environnemental, les GI2E. Et on a déposé un projet l'année dernière qui a été accepté par l'Agence de l'eau. Et on est financé à 80% par l'Agence de l'eau sur les volets changement climatique, qualité de l'eau et biodiversité. Et là, actuellement, on en est à peu près à 40% d'avancement du projet, c'est-à-dire qu'on a fini la phase très chronophage de remontée des données des agriculteurs. Pour différentes raisons, parce qu'on a aussi les volets biodiversité et qualité de l'eau, on a pris des données très précises à la parcelle sur 3 ans. Donc ça prend quand même pas mal de temps à remonter. Et là, actuellement, on est vraiment dans la phase calculatoire, qu'on a un peu mis en stand-by, qu'on espérait commencer au mois de mars, mais on est obligé d'attendre la validation de la méthode du ministère. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, voilà, on attend la validation de tout pour savoir si on peut y aller, puisqu'on n'a pas tout à fait la méthode validée. On peut pas. C'est comme un contrôle technique de voiture finalement. On dit il faut contrôler les pneus, les freins, etc. Mais tant qu'on n'a pas dit les échelles de mesure, c'est ça, on peut pas faire sans contrôle. Hein. Donc on est prêt. On attend pour appuyer sur le bouton que le ministère donne son go. Mathias Sex, vous êtes directeur agronomie et développement chez EMC2, qui est une coopérative d'agriculteurs sur le Grand Est, hein, je ne dis pas de bêtises. On essaie de parler peut-être un peu du diagnostic avec vous. Donc, comme l'évoquait Thibaut Constant, voilà, on met du temps aussi à faire du diagnostic, à voir un petit peu. Ça consiste en quoi le diagnostic ? C'est faire le point et le tour avec l'agriculteur de toutes les bonnes pratiques qu'il peut mettre en œuvre sur son exploitation. Donc on les connaît, les bonnes pratiques bas carbone, soit pour la réduction des gaz à effet de serre, soit pour le stockage du carbone. Donc elles vont être par exemple l'introduction de légumineuses dans la rotation, ou alors tout ce qui va toucher autour de la réduction des engrais minéraux azotés, qui sont donc très émetteurs de gaz à effet de serre. Donc ces bonnes pratiques, on les connaît et pourtant elles se développent pas, elles ne font pas l'unanimité aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est d'aller chercher, comme on l'a dit, un levier économique pour les déployer à plus grande échelle. Bon, tout comme Thibaut, on est en tant que coopérative avec les agriculteurs, hein, le premier maillon, on va dire. On sait quelles sont les bonnes pratiques. Par contre, on aimerait bien avoir des leviers pour qu'elles se déploient à plus grande échelle et qu'on puisse avoir les effets attendus vis-à-vis du carbone. Les leviers, on est bien d'accord, ce sont des leviers économiques qui vont faire que ça va inciter, hein, soyons pragmatiques. Hein. Voilà, d'abord, même si on a parlé de RSE, de bonnes intentions, évidemment, le côté business est important. J'avais envie de donner quelques ordres de grandeur. Bon, par exemple, la réduction des engrais minéraux, c'est de l'ordre de 200, 300 kilos d'équivalent CO2 par hectare. L'introduction d'une légumineuse dans la rotation, ça peut aller jusqu'à 2 tonnes de carbone, d'équivalent carbone par hectare. Tout à l'heure, quand on parlait de niveau de prix, c'est sûr qu'à 2-3 euros la tonne de carbone, c'est pas un levier. Hein. Par exemple, la mise en œuvre d'une démarche d'agriculture de précision qui permettrait d'ajuster et d'économiser de l'engrais minéral, de l'ordre de 20 unités hectares par exemple. Donc là, c'est la mise en œuvre de nouvelles solutions techniques comme on peut en voir ici à l'occasion des culturales par exemple. Hein. Oui, donc pour un agriculteur, c'est au moins 15-20 euros de l'hectare d'investissement. Et donc aujourd'hui, c'est un frein, puisque c'est aussi prendre des risques, hein, de diminuer l'azote. C'est plus facile d'en mettre en se disant, quel que soit un peu le climat derrière, j'ai des chances de le valoriser. Donc ajuster à la fois ses rendements, ajuster à la fois ses doses d'azote, ça nécessite qu'il investisse dans des outils d'aide à la décision, dans des démarches. Et pour ça, si on a un levier économique qui lui permet de compenser cet investissement, ça sera gagnant-gagnant pour le climat. C'est important ce que vous évoquez, Mathias Sex, puisqu'on voit bien que pour cocher les cases d'un label bas carbone, pour donc bénéficier ensuite d'une rémunération éventuelle, rentable ou pas, il faut avoir un accompagnement pour savoir si les investissements qui sont faits, comme vous l'expliquiez très bien Thibaut,
vont au bout du compte être rentables. Il va falloir, comme vous le disiez aussi Thibault, passer par un intermédiaire qui va voilà, vous demander d'être rémunéré, enfin il va demander une rémunération pour analyser tout ça et ensuite vous dire oui, allez-y bien sûr. Comment on peut essayer de rassurer et de donner confiance à ceux qui vont être partants? Vous, Thibault, avec les 25 agriculteurs partenaires, vous êtes proactifs totalement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour... vous allez voir, ça va être assez clair, vous allez trouver des tiers de confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui peut répondre à ça? Parce que le marché, il n'est pas encore établi. Plein de startups se montent. Je me mets à la place des producteurs. Voilà, bon, ils vont être assaillis de propositions, comme pour l'isolation du toit à 1 € pour le particulier, et à qui on dit, vous allez voir, ça vous coûte 1 €. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est important comme sujet. Alors, je ne sais pas que vous n'êtes pas les décideurs, etc., mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce qu'il faudrait... La coopérative, c'est un partenaire de confiance des agriculteurs. Voilà. C'est le prolongement de leur exploitation. Et la coopérative, comment va-t-elle faire pour essayer de trouver des tiers de confiance ou d'indiquer à ses membres, effectivement, quelles sont les bonnes solutions? Alors, enfin, je pense que c'est un sujet important, si vous en convenez. Absolument. Alors, on est dans une démarche, par exemple, avec notre union de coopératives, InVivo, sur un outil qui va à la fois être transparent et qui va faciliter en fait tous ces coûts d'intermédiaires qui sont nécessaires parce que ils donneront à la fois de la confiance à l'acheteur final sur les tonnes de carbone achetées et avec une transparence sur toutes les étapes de la filière. Donc c'est une démarche qui s'appelle AgriProgress, c'est une plateforme sur laquelle en fait tout ce qui sera inscrit, la traçabilité des pratiques seront garanties et tout à fait transparentes. Thibault Constant, communiquer sur la manière dont vous avez, et vous avancerez encore sur le sujet, j'imagine que c'est peut-être aussi une intention, parce que vous êtes un peu des pionniers dans la méthode, hein, comme vous le dites très bien, nous on le fait à l'envers. Après tout, on se dit c'est une opportunité, agribashing ça suffit, on va montrer plus que jamais encore que les agriculteurs sont positifs, etc. Et on désosse tout pour avoir la maîtrise. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui font comme ça, on va le reconnaître. Pour l'instant. Moi, déjà, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'une fois que la méthode soit certifiée par le ministère, tout se passe très facilement et tous les agriculteurs décident d'y aller. Parce qu'on voit d'ailleurs que depuis 1 an, on a des entreprises, notamment une entreprise belge qui commence à vendre du stockage de carbone hors label bas carbone commercialisé en Union européenne. Ils ont des contrats avec des agriculteurs, ils n'en ont pas énormément. Pourtant, ils proposent, je crois, c'est 27 ou 30 € la tonne rendu agriculteur. Donc ça se prend, c'est pas rien. Moi, j'ai pas l'impression que ça va être une vague qui va emporter tous les agriculteurs. Et même, je n'ai pas d'idée précise de l'offre et la demande. Je pense plutôt que ça va être l'histoire des 80-20, où c'est les agriculteurs qui vont partir en premier, qui vont épuiser tout le volume de stockage de carbone volontaire que voudront bien acheter les entreprises. Et puis pour les 80% restants dans quelques années, il y en aura moins ou il n'y en aura plus. Quelque part, c'est peut-être la prime aux pionniers alors du coup, si j'inverse. Alors la prime aux pionniers, elle n'est pas toujours bénéfique effectivement, parce que si vous partez trop tôt, vous pouvez vous engager sur... c'est des engagements de 5 ans généralement. Vous pouvez vous engager 5 ans sur ah oui, là on n'a pas parlé de durée, c'est ça, il y a quand même évidemment une notion de durée. Hein. C'est pas à chaque année on prend son ticket, on gagne, on gratte et c'est bon. Il y a un engagement évidemment sur un temps long, moyennement long. Oui, donc vous pouvez vous engager sur 5 ans. Donc les agriculteurs, les quelques agriculteurs qui sont partis hors démarche label bas carbone sur 20 ou 30 € la tonne, eux, ils savent très bien que le prix ne va pas bouger pendant 5 ans. Donc peut-être qu'on dira dans 2-3 ans qu'ils ont eu tort parce que après ça vaudra plus cher. Et donc les intermédiaires qui vont signer des gros contrats avec des grosses entreprises à des prix fixes, ils vont pas avoir la faculté à augmenter rapidement le prix moyen de la tonne de carbone. Parce qu'ils auront des contrats sur 5 ans, assez longs.
Et pour augmenter le prix, il faut faire rentrer des nouvelles entreprises à des prix plus chers. Donc ça va être assez compliqué à faire bouger. Donc il y a toujours cette dichotomie entre être pionnier et finalement passer des contrats assez bon marché et attendre un peu que les prix montent pour avoir des meilleurs contrats. Donc c'est pas évident. Et je suis assez convaincu que c'est la règle des 80-20, qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, et que les agriculteurs les plus motivés et les plus pionniers seront peut-être récompensés. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. On n'a pas évoqué évidemment tous les angles, tous les sujets, tous les tenants et les aboutissants. Le sujet, il est naissant. En tout cas, les enjeux sont là. Hein. L'agriculture et les agriculteurs en mode bas carbone, ça va devenir une réalité. Comme vous le disiez, pas sûr que ça décolle tout de suite. Il va falloir du temps. La réglementation va arriver. Les moyens de mise en œuvre, hein, d'analyse, de calcul, va falloir aussi du temps. J'ai envie de dire presque peut-être prudence, hein, un mot d'ordre prudence sur le sujet. Ne vous jetez pas sur la première analyse, le premier intermédiaire venu pour ensuite y aller. On y va progressivement, pas à pas, on est d'accord ? Par contre, il faut se lancer dans les diagnostics, puisque c'est voilà. Comme ça aussi qu'on construira pour l'avenir. Pas à pas, on peut avancer dans cette direction-là. Merci à tous d'être venus nous parler de ce sujet de l'agriculture en mode bas carbone. Merci.